L'inspecteur Planck en souterrain. Un livre de José Schmelz. Chapitre 6. De retour à la surface. Assise dans un car de police, Salomé se remettait de ses émotions tout en supportant les remarques répétées de Malik sur sa folie d'être retourné en arrière. « Mais ça ne va pas la tête. Tu ne pouvais pas attendre que les policiers s'en occupent, non ? Retourner dans le hangar, aïe aïe aïe, mais tu es folle ! Et dire que je te trouvais sympathique et intelligente. » Malik n'avait pas tort, Salomé en convenait bien, mais pour elle, l'envie avait été trop forte. Elle voulait absolument s'assurer que le sélacanthe ne s'échapperait jamais, et à ce moment précis, elle croyait sincèrement y arriver seule. En y repensant, tout de même, elle était beaucoup moins fière. C'est vrai que ça aurait pu très mal tourner. J'avais complètement oublié que c'était de vrais gangsters avec de vraies armes. J'aurais pu mourir d'une balle du sélacanthe, pour de vrai. La prochaine fois, j'éviterai ce genre de coup d'éclat, et je laisserai ce travail aux gens dont c'est le métier. Une fois le hangar sécurisé, l'inspecteur Planck était parti observer les lieux. « Je reviens dans 5 minutes, leur avait-il lancé. Il ne réapparut pas pendant une demi-heure, et au moment où Salomé et Malik s'apprêtaient à le chercher, 2 policiers le ramenèrent chancelant vers ses amis, en le tenant chacun par un bras. L'inspecteur avait dû recevoir un choc important pour être aussi sonné. Les 2 agents semblaient contenir une forte émotion, mais à voir les traits déformés de leur visage, il était difficile de savoir si c'était de la peur ou bien un rire nerveux. « Que s'est-il passé, Arthur ? Il restait un bandit ? On vous a attaqué ? » « Non, non, les amis, pas de soucis, » répondit-il d'une voix pâteuse et lente. « Je suis retourné vers l'escalier du sous-sol et j'avais oublié que c'était là que... » Il fut subitement interrompu par les éclats de rire des 2 policiers qui continuèrent tant bien que mal le récit entre 2 gloussements. « Oui, il avait oublié que c'était là qu'il avait... qu'il avait mangé une banane. Il a glissé sur la peau et il s'est assommé tout seul dans l'escalier. » Arthur Planck faisait maintenant profil bas. Il n'avait pas conclu très brillamment cette affaire, mais au moins tout le monde finissait grâce à lui par un grand fou rire. Cela faisait du bien, après autant de tensions et de dangers. « Par contre, ajouta-t-il, ces 2 agents-là de police qui se moquent de l'autorité inspectoriale, il faudra plus tard les réprimander. Un inspecteur est un inspecteur, et on lui doit le respect, même quand il glisse sur une peau de banane qu'il a lui-même jetée. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. » Le lendemain, après une bonne nuit de repos et des compresses d'arnica pour la tête endolorie de l'inspecteur, tout le monde se retrouva dans l'appartement de Malik, là où tout avait commencé. Malik semblait fatigué, mais très détendu. Autour d'un bon verre de jus de pomme, sans pesticides, produit dans les monts du Lyonnais, on fêta la victoire et la résolution de cette affaire. La police avait retrouvé l'ordinateur de Malik dans le hangar. Il était intact. Les brigands n'avaient apparemment pas réussi à trouver son code et n'en avaient pas effacé le contenu. L'ordinateur contenait effectivement des photographies des gangsters en train de déplacer des sacs de faux billets dans le parc de la Tête d'Or et d'y déposer une grande quantité de matériel informatique. Au passage, tout le monde put constater, photo à l'appui, que leur déguisement d'agent des espaces verts était tout à fait raté et pitoyable. Justin, présent pour la première fois, leur expliqua comment les gangsters avaient aussi tenté de capter les communications d'Interpol grâce au matériel qu'ils avaient déchargé au parc. Ces explications techniques très compliquées et parfaitement incompréhensibles ne l'empêchèrent pas d'être chaleureusement remercié. C'était grâce à son action dans l'ombre que l'affaire avait pu être résolue, et sans lui, la fin eût sans doute été tragique. En aparté, Malik trouva le courage de présenter ses excuses à Salomé pour son insistance lorsqu'ils étaient prisonniers. Les 2 coups de gourdin sur sa tête lui avaient un peu chamboulé les neurones, et en temps normal, il ne se serait jamais permis ce genre de lourdeur. Salomé lui pardonna volontiers. Enfin, exprimant à haute voix la question qui patientait sur toutes les lèvres, Marion interrogea Malik. « Allez, maintenant, tu peux nous le dire. Qu'y avait-il de si précieux dans ton ordi ? On a bravé tous les dangers. On a failli se faire trucider, certains ont été capturés et se sont battus avec des endives contre des revolvers. Justin a coupé l'électricité de tout le centre-ville pour toi et ton ordinateur.
Un ordinateur à manivelle tellement il est vieux. Alors, on a bien le droit de savoir. Malik accepta enfin de dévoiler son secret. Bon, les amis, merci à vous, vous avez sauvé une information incroyablement précieuse. Dans cet ordinateur, qui n'a pas de manivelle, je le précise, ce sont plutôt les voitures qui en avaient une au début du XXe siècle. Mais bon, passons. Dans cet ordinateur, disais-je, j'avais écrit un secret absolument formidable. Vous savez que je suis alsacien d'origine, du moins par ma grande-tante Huguette, on l'appelait Guetla à l'époque, qui était pâtissière. Eh bien, le secret de mon ordinateur, c'est la seule, la vraie, la meilleure et la plus ancienne recette de kouglof que personne n'ait jamais trouvée. Je suis le seul à la posséder, et il était impensable qu'elle soit détruite ou diffusée à des gens mal intentionnés. Par exemple, une multinationale qui en ferait un gâteau industriel fabriqué dans des usines à l'autre bout du monde, par des ouvriers gagnant un salaire de misère avec de la farine ou du beurre bourré de pesticides. Grâce à vous, la recette est sauvée, et j'ai d'ailleurs passé une partie de la nuit à pétrir puis à faire lever la pâte. Vous pouvez donc déguster maintenant le kouglof de tante Huguette. Pourtant, au milieu des applaudissements attendus par Malik, c'est une beuglante bien énervée de Salomé qui parvint aux oreilles des convives. Quoi ? On a risqué nos vies, affronté des mafieux, traversé des couloirs humides et pleins d'araignées pour un gâteau ? Mais tu es frappadingue ou quoi ? Même retourner toute seule face au chef des gangsters, c'était moins idiot que de courir après une recette de brioche. Je me demande si ce n'est pas toi que j'aurais dû assommer dans le hangar. Mais l'ambiance redevint rapidement joyeuse et chacun félicita Malik pour cette délicieuse pâtisserie. Ce n'était pas n'importe quel gâteau, et notamment pas une vulgaire brioche, c'était un kouglof. Sur ce, on se quitta dans la bonne humeur en se promettant de se revoir bientôt. Pour préserver ce moment de conclusion joyeuse et conviviale, Salomé et Justin s'étaient bien gardés de révéler aux autres le contenu du coup de téléphone que leur avait passé le préfet de police dans la matinée. Si tous les bandits avaient été arrêtés et mis au frais, le Sélacanthe, le Big Boss, avait quant à lui réussi à s'échapper juste avant d'être amené en prison. Il était seul, mais il fallait sans doute s'attendre à certains mauvais coups dans les temps à venir, car il tenterait sûrement de se venger de ces jeunes insolents qui, pour la deuxième fois déjà, avaient fait échouer son plan. Après avoir salué les 4 jeunes gens et félicité Malik pour cette bonne pâtisserie, l'inspecteur partit retrouver sa voiture et son gyrophare. Il venait de promettre à tout le monde qu'il continuerait l'enquête sans relâche, jusqu'à ce que le secret caché dans l'ordinateur soit découvert. Encore un détail qu'il n'avait pas vraiment compris, ce sacré inspecteur. Mais personne n'eut le cœur ni l'énergie de le contredire, ni de tout lui réexpliquer. Quant à Salomé et Justin, laissant Malik et Marion à un repos bien mérité, ils s'en allèrent bras dessus, bras dessous, bien heureux de se retrouver sains et saufs dans la ville des Frères Lumière, pour aller savourer au cinéma un bon vieux film de gangster.